C'est en 2001 que notre invitée a démarré son militantisme alors qu'elle était en classe de seconde. Puis en 2003, elle a participé à la première campagne électorale des premières élections communales au Bénin. En 2014, elle a continué de militer et poursuivre ses différentes activités dans les différentes associations. 2016, Yannick Diogo occupe le poste de vice-présidente du parti MCR à l'avènement de la réforme du système partisan. Elle devient ici membre fondateur du parti Bloc républicain où elle claquera la porte quelques temps plus tard pour poursuivre sa lutte au sein du parti Force Corée pour un Bénin émergent. En tant que femme politique, Yannick Diogo était candidate sur la liste du parti Force Corée pour un Bénin émergent aux dernières législatives 2023 dans la 16e circonscription électorale à Cotonou. Comme autre expérience, notre invité est jeune leader du Bénin du programme Friedrich Ebert. Yannick est également bénéficiaire du programme RECAFAM 4 Rifonga Waneb. Rifonga Waneb de l'école politique féminine de l'IGD du programme d'action pour l'égalité genre du Rifonga Waneb et FENEP. Autre expérience, Yannick Diogo a été responsable administratif de Chris Automobile et Services, responsable centre d'appel Cairn International Bénin Togo, puis appel des bénéficiaires du programme de supervision de l'équipe pour l'atteinte des objectifs, recensement et traitement des données par Kobo Collect. Production de rapports journaliers et mensuels. Elle a été secrétaire de direction à l'Office béninois des services de volontariat. Après cette expérience, elle s'est tournée vers la gestion de la base de données des volontaires, des plaintes liées au paiement d'allocations, rédaction des courriers administratifs et gestion du secrétariat. Commerciale et conseillère à Bell Bénin Télécom, Yannick Diogo a également fait ses pas dans les call centers, accueil et vente de gestion des plaintes et réclamations. Chers amis et chers téléspectateurs de ZAE Télévision, celle que nous recevons ce jour est une femme aux multiples casquettes. Je vous invite à recevoir notre invité comme il le faut, Yannick Diogo, membre du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Politiquement Féminin de ce jour. Reçoit pour vous Yannick Mireille Diogo et les membres du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Avec elle, quelle contribution de la gente féminine à la politique au Bénin. Alors, Yannick, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous venez de suivre la présentation que toute l'équipe de production a faite par rapport à vous. Est-ce que vous êtes satisfaite? Je suis satisfaite. J'avoue que cette présentation m'a beaucoup sidérée. Merci. Voilà. Alors, nous démarrons par des questions d'actualité. Dites-nous un peu. Nous avons eu cette semaine la décision du gouvernement par rapport à l'interdiction de la sortie de la céréale maïs du territoire national. Votre appréciation? Je pense que c'est une très bonne mesure puisqu'il faut déjà sécuriser la consommation nationale avant de penser à exporter. Actuellement, nous remarquons quand même que les produits vivriers de première nécessité sont excessivement chers. Et donc, je pense que cette mesure permettra quand même de maîtriser un peu la disponibilité de ces produits et les coûts pour permettre quand même à la population de souffler un peu. Alors, nous avons également la situation des travailleurs qui ont été mis aux arrêts il y a quelques jours. À ce propos, nous avons vu votre parti sortir quand même un communiqué lors de votre dernière rencontre à Boycon où le parti a demandé la libération de ces travailleurs. Force Corée pour un Bénin émergent aux côtés des travailleurs. Tout à fait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes toujours dans la dynamique de défendre, de dire ce qui est bien et également de dire ce qui n'est pas bien. Et donc, le parti a donné quand même de la voix pour quand même dire au gouvernement de libérer ces personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ne voulaient qu'exprimer quand même leur désarroi ou leur souffrance par rapport à un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est un devoir, c'est un droit
qu'ils ont et on devrait les libérer. Alors, la femme politique que vous êtes, avant d'entrer dans le vif du sujet, que pensez-vous de cette cherté de la vie tant décriée? Et je m'en vais profiter pour vous demander, mais on ne comprend pas, aussi bien les politiques, les travailleurs, que même le citoyen lambda décrit cette cherté de la vie, à moi de vous demander, est-ce que c'est une nouvelle cherté? Oui, la cherté de la vie s'observe déjà depuis quand même quelques années et il faut dire quand même que c'est mondial. C'est mondial et maintenant quand on revient au Bénin, on réalise quand même que depuis quelques mois, la cherté s'accentue. On se dit que ça va s'améliorer, mais malheureusement, on réalise quand même que cela s'empire. Et je pense qu'il faut que les politiques, les responsables à divers niveaux puissent quand même donner de la voix pour que le gouvernement prenne vraiment cela au sérieux, que le gouvernement prenne des mesures quand même à l'interne pour soulager un peu les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Votre parti a quand même fait des propositions par rapport à la cherté de la vie. Oui. Donc, est-ce que vous croyez que ces propositions seront prises en compte par le gouvernement? Nous espérons. Nous, notre devoir, c'est de faire des propositions. Nous l'avons fait. Nous espérons que ces propositions seront prises en compte. Quelle contribution de la gente féminine à la politique au Bénin? C'est la thématique sur laquelle nous allons débattre cet après-midi. Tout à l'heure, vous aurez droit à votre petit brunch du samedi. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Alors, dites-moi un peu au départ, les femmes faisaient de la politique pour soutenir leurs pères, leurs époux. Cela est toujours de mise aujourd'hui. Oui, je peux dire que c'est toujours de mise, mais plus comme avant. Autrefois, essentiellement, les femmes faisaient de la politique pour soutenir soit leur père ou leurs époux. Et aujourd'hui, on voit que les femmes vont en politique parce qu'elles ont la conviction, parce qu'elles ont envie de le faire, parce qu'elles se sont découvertes une certaine capacité de réellement se faire une place en politique. Vous estimez qu'aujourd'hui, les femmes ont dépassé le stade d'harangueuses de foule, d'applaudisseuses pour vraiment parler des choses politiques? Bien sûr, bien sûr. Les femmes ont dépassé ce niveau-là. Les femmes ont vraiment dépassé ce niveau et cela s'observe d'ailleurs. Les femmes aujourd'hui s'affirment plus. Elles n'hésitent pas à faire savoir, à démontrer leurs capacités, leurs compétences. Elles n'hésitent pas à affirmer leurs ambitions et tout ce qui va avec. Alors, comment comprendre que 50 ans après les indépendances, les femmes continuent de se chercher en politique dans notre pays? Je dirais que les femmes ne se cherchent pas en politique. Sûr? Je suis sûre. Vous êtes déjà établie? Vous avez poussé des racines? Pas encore. Donc, vous continuez de vous chercher? Ah non, on ne se cherche pas. Nous y sommes et nous sommes en train de faire notre bout de chemin. Depuis 90 à ce jour, moi j'ai observé quand même qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de rupture. Une sorte de rupture où les femmes de notre génération, je veux parler par exemple de ma génération, ces femmes nous n'avions pas été préparées à la chose politique. Oui, parce que les hommes ont travaillé tout le temps à nous faire croire que la politique est dangereuse, la politique n'est pas une affaire des femmes et tout. Du coup, il y a ce mythe, ce mystère tout autour de la politique qui font que les femmes ont peur de s'y aventurer. Mais depuis une dizaine d'années quand même, on observe que les femmes arrivent à briser quand même cette glace. Elles avancent, elles se font former, elles affirment leurs ambitions et elles font ce qu'il faut pour avancer. Justement, parlant de ce que vous faites, ce qu'il faut. Tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes en politique, vous comptez y rester. Mais à moi de vous poser la question de savoir, oui, les femmes en politique, oui, mais aujourd'hui, quelle est la plus-value que la femme béninoise a apportée dans l'arène politique? La plus-value? Oui. Mais je peux dire que la femme béninoise a apporté beaucoup. Je suis tout oui. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, il y a des femmes au gouvernement. Combien? Nous en avons 5, je crois. 5 sur une vingtaine? 5 sur une vingtaine. Ça, c'est... Oui, c'est très peu, je l'avoue. Mais elles y sont quand même. Et on peut voir quand même qu'elles font des choses qui démontrent que la femme peut. Nous avons des femmes qui militent au sein des partis politiques et qui font beaucoup de choses au sein de ces partis-là. Et donc, je pense que la femme est là.
Mais au sein des partis, qu'est-ce que vous faites? Servir du café, applaudir quand les hommes parlent? Non. Est-ce que vous êtes au cœur des décisions? Mais bien sûr que nous sommes au cœur des décisions. Nous sommes au cœur des décisions. Aujourd'hui, les femmes ne se laissent plus faire. Autrefois, les hommes pouvaient se retrouver entre eux, décider des choses au sein des partis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Quand je prends mon exemple, par exemple, au sein de mon parti, quand il y a des choses qui se font auxquelles j'estime que je devrais être associée, que je ne le suis pas, mais je revendique. Je le dis, je ne me tais pas. Je le dis aussitôt, je pense que c'est pareil pour des autres femmes dans différents partis politiques. Donc voilà. Donc voilà, comme vous dites, alors il y a certes une réelle volonté de corriger les choses, de corriger la donne par rapport à la contribution de la femme dans l'arène politique, mais une chose m'intrigue, moi, c'est celle de savoir pourquoi les indicateurs restent toujours mi-figue, mi-raisin, avec tout ce qui est déployé comme armada. Les indicateurs restent mi-figue, mi-raisin parce que il y a toujours une volonté politique qui manque. J'estime qu'aujourd'hui, la femme fait tout ce qu'il faut quand même pour mériter sa place en politique, pour mériter sa place à divers niveaux. Mais on réalise que les hommes ne veulent pas faire de la place à la femme. Oui. La même chanson, la même rengaine. Les femmes sont toujours prêtes à accuser les hommes, mais attends, les hommes ne vont tout de même pas vous offrir tout ça sur un plateau, alors? Non, quand je dis que les hommes ne veulent pas faire de la place à la femme, je ne dis pas qu'il faut qu'ils nous offrent tous sur un plateau d'or ou d'argent, mais qu'ils doivent reconnaître que la femme a les mêmes droits que l'homme et que la femme vient en politique, pas parce qu'elle, c'est-à-dire accorder une place à la femme en politique, ce n'est pas une faveur. Et oui, ce n'est pas une faveur, mais c'est son droit. Les hommes, quand ils parlent aujourd'hui, ils disent oui, nous reconnaissons que la femme a sa place en politique et tout. Mais ce qui se passe réellement, on sent qu'il y a quand même cette rigidité. Ils n'arrivent pas encore à donner cette place à la femme. Vous voyez? Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Déjà pour ce que la femme elle-même déjà a à gérer. Parce que la femme qui va en politique fait 5 fois plus d'efforts qu'un homme. Expliquez-nous ça. Je vous explique. Un homme qui se lève, par exemple, un matin, qui a une réunion à 8h ou à 9h, il peut se lever à 8h. S'il a une réunion à 9h, il peut se lever à 8h et être à sa réunion à 9h. Mais la femme qui a une réunion à 9h ne peut pas se lever à 8h. Elle se lève à 4h ou à 5h du matin parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'elle doit faire d'abord avant d'aller à cette réunion. Et donc, il y a plein d'autres choses. Il y a les pesanteurs socio-culturelles et tout ce qui va avec. Et donc, la femme fournit plus d'efforts. Et aujourd'hui, la femme, autrefois, les hommes disaient, qu'est-ce qu'ils brandissaient? C'était que les femmes sont toujours en retard aux réunions. Les femmes, quand il y a des activités dans le parti, on ne les sent pas, on ne les voit pas et tout. Mais aujourd'hui, les femmes, je peux dire que les femmes sont devenues un peu comme des superwomen. Oui, les femmes se sont adaptées. Elles ont pris à cœur leur destin. Elles ont compris en fait qu'il faut qu'elles arrivent à s'organiser pour ne pas que les hommes brandissent à chaque fois ces arguments. Et donc aujourd'hui, les femmes sont présentes. Elles sont à leurs réunions, même aux réunions tardives. Et du coup, je pense que là où nous sommes arrivés, il faut une réelle volonté politique. Je pense que c'est la seule chose qui pourra changer les indicateurs. C'est-à-dire voter des lois fortes pour permettre réellement à la femme d'accéder à un certain niveau. Alors, quand vous parlez de voter des lois fortes, Madame Diogo, vous faites allusion à quoi? Je donne un exemple. Les élections, en 2026, nous aurons des élections générales. Voilà. La dernière loi discriminatoire qui a été positive, qui a été votée en faveur des femmes en 2023. On vous a offert des places, là? On ne nous a pas offert des places. Après avoir pris un peu de recul, vous avez mérité? Bien sûr. Ah oui? Mais nous méritons mieux. Je dirais que nous méritons mieux. Donc, on doit vous offrir 50 places, c'est ça? Pas nous offrir. Je vais vous faire une petite démonstration. Oui, allons-y. Vous allez réaliser que en 2023, lors des positionnements, il y a une place qui a été réservée pour les femmes. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les hommes se sont campés sur cette place-là. Et tout ce qu'ils avaient à la bouche, c'est la place réservée à la femme.
la place réservée à la femme. Du coup, sur la plupart des listes présentées par les partis politiques, les hommes se sont alignés sur la liste principale et se sont juste arrangés pour laisser une place de côté à la femme. Moi, je pense qu'on a reculé. S'ils avaient fait les positionnements normalement tels que ça se faisait, même si les femmes n'étaient pas très bien positionnées avant sur les listes et qu'ils respectaient normalement ces positionnements-là, et ensuite réserver une place à la femme, nous aurons aujourd'hui plus de députés femmes à l'Assemblée. Donc, tu aurais voulu qu'il y ait des femmes têtes de liste? Pourquoi pas? Des femmes têtes de liste. Oui, mais qu'est-ce qui vous a manqué à ce niveau-là, lors des législatives, par exemple, pour qu'on ne puisse pas retrouver des femmes têtes de liste au niveau des partis politiques? Est-ce que les hommes estiment que vous n'êtes pas encore suffisamment prête pour vraiment conduire des têtes de liste au niveau des élections? Bon, il y a eu des femmes présentées en tête de liste lors de l'élection dernière. L'autre véritable problème que les femmes rencontrent, c'est des difficultés financières. Avouons ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont toutes les capacités, qui peuvent prendre la tête d'une liste et conduire. Mais ce que les hommes observent après, c'est est-ce qu'elle a suffisamment d'argent? Si on la met en tête, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent à dépenser et tout? C'est l'un des freins, c'est l'une des raisons qui empêche le positionnement massif des femmes en tête de liste. Oui, mais aujourd'hui, on ne parle plus en termes de est-ce que Diogo a suffisamment d'argent pour pouvoir émerger en tant que tête de liste sur, par exemple, le parti FCPE, mais on parle en termes de parti. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la loi qui dit que c'est les partis qui financent les candidats, il faille encore que vous, en tant que femme, vous devez avoir suffisamment d'argent? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui? Tu peux pas, tu es une femme en politique. Dire que tu veux aller aux élections, mais tu peux pas tout attendre de ton parti. Il y a un minimum que toi-même tu dois pouvoir apporter. Si tu dois attendre tout de ton parti, c'est que tu auras des difficultés à un moment donné. C'est clair. Parce que tu vas te retrouver face à certaines situations que tu seras obligé de gérer toi-même. Et donc, c'est vrai, il y a le financement des partis politiques et tout qui aujourd'hui permet aux partis quand même... déjà, le financement des partis politiques, ce n'est pas pour battre campagne et tout ça, mais c'est pour le fonctionnement des partis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les partis font quand même l'effort d'accompagner les candidats et tout, mais en tant que candidate, une femme doit quand même avoir un minimum avec elle pour faire certaines choses. Quand elle est candidate, elle ne doit pas tout attendre de son parti. Tout à l'heure, vous avez parlé de volonté politique. Oui. Qu'est-ce que vous mettez exactement dans volonté politique? Parce que généralement, dans les interventions des femmes, lors des débats, lors des entretiens, vous mettez l'accent sur ce groupe de mots, volonté politique. Oui, la volonté politique. J'ai parlé tout à l'heure du vote des lois fortes. Il suffira juste que le président de la République vote une loi et qu'il dise pour les positionnements. Dans telle circonscription, on met une femme en tête, un homme suit. Ensuite, il y a une femme, ensuite un homme. Dans une autre circonscription, l'homme prend la tête, ensuite une femme, ainsi de suite. Si une telle loi est votée, je vous assure que ça va exploser les indicateurs. Les femmes seront vraiment au cœur de la politique. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour réellement voir de quoi les femmes sont capables. Les gens disent, on entend beaucoup dire, oui, mais le peu de femmes qui est là, on ne les sent pas et tout. Mais comment vous voulez les sentir si elles ne sont pas nombreuses? Elles font des efforts. On ne peut pas comparer la présence des femmes aujourd'hui en politique à la présence des hommes. Les hommes sont nombreux. Et il faut également que les femmes soient en politique, accèdent à un certain niveau de responsabilité pour qu'on puisse réellement les sentir, pour qu'elles puissent vraiment démontrer de quoi elles sont capables. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors justement, Madame Diogo, nous allons poursuivre notre entretien. Vous allez me dire, comme bon nombre de femmes, que oui, les femmes, ça émerge en politique, les femmes sont au cœur des décisions. Mais alors, comment comprendre que malgré tout ça, tous ces efforts que vous faites, la participation des femmes dans l'arène politique au Bénin reste toujours un sujet difficile à cerner? Oui, c'est une vérité. Et
Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, euh, il y a les pesanteurs euh, sociologiques, mais non seulement ça, il y a la responsabilité que la nature a confiée à la femme. Je reviens toujours là-dessus. Ça y est, on Oui. revient dessus. Ah oui, on revient dessus parce que c'est important. Je vous donne un exemple. Une jeune fille qui commence à militer, par exemple, à 22 ans, à un moment donné, il faut elle va vouloir fonder une famille. Elle va vouloir avoir des enfants et tout. Et donc, ce n'est pas vraiment facile à la femme pendant qu'elle est dans la maternité et tout, de faire autre chose, d'émerger en politique, non. Mais c'est après avoir fini avec la maternité et tout ce qui va avec eux réellement, la femme commence à avoir le temps pour elle. Elle commence pas à avoir du temps pour vraiment s'engager en politique. Et donc, il y a également cet aspect-là. Et moi, j'ai observé que les femmes qui, à un moment donné, émergent réellement en politique, c'est à partir d'un certain âge. Quand les enfants atteignent un certain âge, les enfants sont plus ou moins indépendants, la femme a plus de liberté. Et en ce moment, l'homme n'a plus très peur que sa femme aille en politique. C'est ce que j'ai observé. Ouais. Parce qu'il se dit qu'elle n'est plus toute jeune, elle a atteint déjà un certain âge et tout. Et donc, le monsieur est tranquille. Et la femme a le temps, les enfants sont déjà grands et tout. Et donc, je pense que c'est à partir d'un certain niveau que la femme réellement a le temps et tout ce qu'il faut pour réellement s'investir en politique. Alors, si je prends votre cas dans votre présentation, nous avons dit que vous avez commencé par militer très tôt dans les associations et autres. Vous avez commencé par faire vos premiers pas également dans la chose politique dans notre pays. Mais lorsque vous me présentez tout ce tableau-là, comme vous venez de le faire, moi je suis tout de suite, je vous pose la question de savoir, malgré tout ça, vous êtes resté en politique. Oui. Quelle est la formule que vous avez utilisée, vous, pour rester là? Pourtant, vous n'êtes pas d'un certain âge. Voilà. Bon, déjà, j'ai généralisé. J'avoue quand même qu'il Moi aussi, je généralise. Vous généralisez voilà. Aussi, d'accord. Dans mon cas, je ne saurais l'expliquer, mais je dirais simplement que c'est l'engagement que j'ai pris. C'est quelque chose, quand vous allez en politique et que vous avez envie d'apporter quelque chose, de changer quelque chose, il y a comme cette force-là, ce feu-là qui brûle en vous. Du coup, ce n'est pas facile. Je me rappelle, à un moment donné, je me levais à 4 heures du matin, je devais faire le petit déjeuner, le déjeuner, la sauce pour le soir, avant de sortir de chez moi à 9h ou à 10h. Et je ne rentrais pas avant minuit. Pourtant, mes enfants étaient en bas âge. La politique, ça se fait dans la nuit, c'est la sorcellerie. Ah, belle question. Bon, parfois quand vous sortez de la maison, quand vous allez en politique, vous savez l'heure à laquelle vous quittez la maison, mais vous ne pouvez pas savoir à quelle heure vous rentrez. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est quand il va sonner peut-être 22h qu'il y aura une réunion d'urgence à laquelle vous devez forcément participer. Parce que si vous ne participez pas, c'est que vous avez raté. Les absents ont tort. Vous avez raté quelque chose. Du coup, vous êtes obligé d'attendre et de participer à cette réunion-là. Donc, parfois, oui, on peut rentrer au-delà de minuit. Et surtout, si c'est une période électorale où il y a beaucoup d'activités et tout ça, oui, parfois à 1h, même à 2h du matin. Et monsieur vous laisse faire la politique, tranquillement. Oui, au début, c'était compliqué, mais maintenant... Pour ma part, ça n'a pas été compliqué. D'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le militantisme très tôt. Il m'a connue militante. D'accord. Il sait que j'ai ces ambitions-là. Okay. Et c'est pour ça que, en voulant me mettre en couple, je ne suis pas allée me mettre avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord, qui ne va pas accepter que je Qui ne va pas comprendre. Qui ne va pas comprendre. Du coup, il a compris. Il me soutient et tout. Et de mon côté aussi, je fais ce qu'il faut en tant que femme, en tant que mère, quand même pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Voilà. Alors, est-il vrai que pour que la jeune féminine béninoise contribue bien et mieux en politique au Bénin, elle doit forcément respecter le couloir parité?
Le couloir de la parité. de la parité. Ouais. Je n'ai pas bien saisi. Alors, certains estiment que si la femme veut vraiment éclore en politique, si on veut sentir qu'au Bénin, nous avons des femmes prêtes à faire de la politique, une femme prête à se retrouver même au sommet de l'État, il va falloir que les femmes respectent d'abord le couloir de la parité. La parité, la parité. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop. C'est assez délicat. C'est délicat. Quand on parle de parité entre hommes et femmes, rapidement, ça donne l'impression que ça donne l'impression à certains que la femme, comment dire, la femme veut s'imposer, la femme veut donner des ordres. Oui, mais est-ce que c'est pas ça la finalité? Quand vous décidez d'aller en politique, si Non. vous décidez qu'il faille maintenant qu'on ait une femme à la tête du parti, Oui. est-ce que ça passe pas par tout ça? Chercher à s'imposer, donner des ordres? En effet, je pense que une femme, avant tout, c'est la douceur, c'est la mère, voyez. Et donc, il faut savoir peser les deux. Si aujourd'hui, je me retrouve, par exemple, à la tête d'une institution et tout, c'est vrai, j'ai des engagements, j'ai une certaine carrure et tout, mais je ne dois pas omettre quand même ce côté-là. C'est important. C'est pas parce que je dirige, je suis la chef quelque part que oui, je dois donner des ordres. Parce que quand c'est comme ça et que les hommes se retrouvent, il y a des subalternes hommes. Parfois, quand la femme ne sait pas s'y prendre, les hommes ont du mal à avoir comme responsable une femme et tout. Donc, il revient à cette femme-là de savoir quand même, d'avoir un savoir-faire, un savoir-être pour ramener la balle à terre et tout. Et donc, ça va. Yannick, vous me parlez de douceur en politique. Ce panier à crabes où les hommes sont prêts à piquer, déjà qui se piquent entre eux, et je ne suis pas sûre qu'ils vous feront, comment dire, ils seront très doux avec vous. Vous me parlez de douceur. Est-ce que la politique a besoin de douceur? Oui, parfois. Ah oui, expliquez-nous. Oui, parfois. Parce que quand vous voulez avoir quelque chose de quelqu'un et que vous allez affronter vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Quand je dis douceur, ce n'est pas que il faut se laisser faire. Il faut être nonchalant. Il faut mettre de côté un certain nombre de choses. Non. Mais quand vous allez avec calme, sérénité, vous savez réclamer ce qui vous revient, mais sans faire du bruit. Vous avez de la stratégie pour réclamer ça. Vous l'obtenez plus facilement. Vous l'obtenez plus facilement. Maintenant, c'est après avoir fait toutes ces démarches et que ça ne vient pas que, ah oui, à un moment donné, il faut aussi le temps pour dire quand même, je suis là. J'ai essayé par la manière douce, vous n'avez pas voulu comprendre. Maintenant, je vais vous montrer que je peux également m'imposer et tout. Alors, Yannick, nous avons eu récemment des sujets brûlants, des sujets chauds patates. Quelle a été, vous, en tant que femme politique, votre position par rapport au nouveau code électoral? Oui, déjà vous pouvez connaître déjà ma position, puisque mon parti n'a pas manqué d'opiner sur ça. Ça, c'est la position du parti. Du parti que Elle est différente de la position de Yannick, hein? Non, pas du tout. Ok, allons-y. Pas du tout. Et donc, ce code électoral, je pense que c'est un code qui pourrait nous créer beaucoup de malentendus et des problèmes en 2026. Parce que déjà en 2026, ça va être la première fois qu'on fera les élections générales. Et en même temps, mettre en application ce code, ça peut être vraiment compliqué à un moment donné. Je me rappelle de la dernière élection communale où, après l'élection des conseillers communaux, où les conseillers communaux devaient élire les maires. En ce moment, ils ont arrêté la procédure pour aller revoir un certain nombre d'articles au niveau et revenir. J'ai peur qu'on se retrouve encore face à ce genre de situation. Du coup, c'est inquiétant. Et quand on parle
avoir 10% au plan national pour un parti politique, je suis d'accord. Maintenant, quand on descend au niveau de la circonscription, ça devient un peu compliqué. Et là, on parle d'accord de gouvernance. Et donc, ce sont des partis qui sont... Il ne peut y avoir d'accord de gouvernance contre parti de la mouvance et contre parti de l'opposition. Maintenant, quand on descend dans la circonscription et dans les quartiers, des gens qui ont voté, par exemple, une liste, sachant qu'ils ont un parent ou quelqu'un qui leur est cher, qui est présenté sur cette liste-là, et que ces gens votent pour cette personne, et qu'on dit, après que leur parti n'a pas eu 10% et que, par conséquent, cette personne n'est pas élue, ça peut amener des mésententes et peut-être même des soulèvements. Ce n'est pas impossible. Oui, mais est-ce que ce code électoral aujourd'hui, comme certains le disent, ne renvoie pas tous les partis politiques au travail et que, par ce code, est-ce que vous ne vous retrouvez pas tous au même piédestal? Parce qu'aujourd'hui, nul ne sait ce que 2026 nous réserve. Tout à fait. Donc, je vous écoute. Bien sûr, ça renvoie tous les partis au travail. Déjà que les partis travaillent, chaque parti travaille à son niveau, fait ce qu'il faut. Néanmoins, je pense quand même qu'il pourrait y avoir des dangers qui nous guettent quand même en 2026 par rapport à la mise en application de ce code-là. Alors, avant de vous proposer le brunch de cet après-midi, certains observateurs et analystes politiques estiment aujourd'hui et affirment même d'ailleurs que la contribution des femmes en politique est plus liée à la mobilisation parce que, parlant de la mobilisation, les femmes ont un lead que forcément les hommes n'ont pas. Oui, qu'on le veuille ou non, oui. Parce que quand il s'agit de mobiliser et tout, c'est généralement les femmes qui le font. Maintenant, il y a ce fait qui est là. Et les femmes aujourd'hui vont au-delà de ça. Même si elles jouent le rôle de mobiliser, elles ont également d'autres rôles qu'elles jouent. C'est-à-dire le rôle de décideur aussi. Elles peuvent décider aujourd'hui au sein des partis politiques. Elles peuvent participer à des réunions aussi sensibles qu'autrefois elles ne pouvaient pas participer parce que les hommes disaient que les femmes ne savent pas garder des secrets, les femmes parlent trop. Mais aujourd'hui, les femmes ont montré qu'elles le peuvent. Et donc, leur rôle ne se limite pas à la mobilisation. Mais elles sont vraiment au cœur de la politique et elles s'activent réellement pour ça. Alors, Yannick, nous venons de terminer la première partie de notre émission, l'entretien que tu viens d'avoir avec vous. C'est à ce moment que je choisis de vous présenter ceux qui vont vous offrir le brunch de cet après-midi, le loup Carles et la louvette Billy. Voilà, chers invités, je vous ai promis que vous aurez droit à un petit brunch cet après-midi. Billy, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir, Carl. Bonsoir, Tati. Alors, l'agneau est là. Faites de l'agneau ce que vous voulez. Bonsoir, Madame Diogo. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok, je vais commencer par vous rappeler que vous avez commencé le militantisme en seconde. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? Et c'était qui votre modèle en politique? J'avoue qu'au moment où j'ai commencé le militantisme, je n'avais pas vraiment idée de ce dans quoi je me mettais. Je n'avais pas de modèle, rien du tout. Mais c'était la volonté de contribuer à assainir ma communauté, faire un certain nombre de choses après certaines observations. Et donc j'étais très jeune et on a créé une association de développement où on faisait pas mal de choses. Et pour moi, c'était tellement relax, c'était amusant. J'étais en contact avec les autres, je me sentais utile. Vous avez reçu le soutien de vos parents, de vos proches? Bien sûr, j'ai reçu le soutien de mes parents parce que déjà à mon âge, en seconde, c'était pas évident quand même qu'ils acceptent que j'aille à des réunions, que je fasse certaines choses et tout. Et donc, mes parents m'ont fait confiance, ils m'ont soutenue et voilà. Vous avez été membre, pardon Clarisse, vous avez été membre fondateur du bloc républicain, je vais aller droit au but, et grâce au système partisan. Mais aujourd'hui, vous êtes membre de FCBE. Pourquoi êtes-vous parti
Bloc républicain, alors que c'est quand même un parti qui encourage, qui soutient les actions du gouvernement en place. Ça, c'est une grosse question. Ah oui, c'est le but même de l'émission, politiquement féminin. D'accord. Je suis une personne qui aime ma liberté. J'aime pouvoir m'exprimer. J'aime être dans un cadre où je dois pouvoir dire les choses telles que je les ressens. Et ça dit que... Et à un moment donné, je m'étais retrouvée dans une position où je n'arrivais pas à exprimer certaines choses que je ressentais. Ouais. Donc, ça fait partie des raisons qui m'ont amenée à... Est-ce que c'était seulement le fait de s'exprimer ou de participer activement aux activités du parti? J'étais très active dans le parti, puisque j'ai été membre fondateur. Oui. J'étais présente lors des toutes premières réunions avec les responsables et tout. Donc, j'étais très, très active. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis en contact avec certains qui souhaitent toujours que je revienne. Peut-être, personne ne sait de quoi demain sera fait. Peut-être bien, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis bien là où je suis. J'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Quand je suis d'accord avec quelque chose, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. C'est quoi les avantages d'être membre de FCBE? Les avantages, vous savez que, pour moi, vous savez que FCBE est un parti de l'opposition. Oui. Voilà. Et ce qui m'a le plus poussé à aller vers FCBE, c'est que j'ai réalisé qu'avec FCBE, quand c'est bon, je peux le dire. Oui, ça c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je peux le dire. Je n'ai pas voulu me retrouver dans une posture où, même quand c'est bien, je dois critiquer. Et donc, FCBE... Le départ du BR, est-ce que ce n'était pas dû au manque de positionnement de poste par hasard, nomination et tout ça? Les intérêts, quoi? Non. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok, vous aimez dire ce que vous pensez, oui. Mais il y a un sujet sur le tapis actuellement. On interdit que le maïs béninois soit exporté. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est normal. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait une certaine autosuffisance alimentaire à l'intérieur d'abord avant de penser exporter le maïs. Et les actions de nos amis les syndicalistes actuellement qui sont bloqués, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... Bon, ça fait un moment quand même qu'on les a vus en action comme ça. Vous aimez les voir en action? Je trouve qu'ils sont restés quand même un peu trop silencieux depuis... Un peu trop silencieux depuis un moment. Et bon, si c'est maintenant qu'ils se sont sentis prêts à sortir ou à faire des marches et tout, tant mieux. Et je pense que c'est un droit qu'il ne faut pas leur retirer. C'est un droit. Le peuple, les travailleurs et tout, nous avons le droit quand même de dire ce que nous pensons. Tout le monde se plaint. On ne va pas se leurrer. Vous avez parlé tout à l'heure de la douceur en politique. Et j'ai en même temps dit, la douceur, oui, mais à un moment donné, il faut taper la main sur la table. Est-ce que vous estimez qu'ils ont déjà usé toutes leurs réserves de douceur avant d'en arriver là? Peut-être bien, je n'en sais rien, je ne suis pas syndicaliste. Qu'est-ce que vous auriez proposé pour résoudre ce problème? Parce qu'il y a quand même un problème plus loin actuellement. Qu'est-ce que je pourrais proposer pour résoudre ce problème? Ils ont prévu une nouvelle marche pour le 11 mai prochain. Ouais, aujourd'hui. Samedi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux que j'attende ce qui va se passer le samedi avant de réellement pouvoir m'opiner. J'attends de voir si réellement ça pourra se dérouler ou il y aura encore des arrestations et tout. À ce moment, je pourrais vraiment me faire une idée de la situation. Est-ce que c'est pas parce que leur marche et leurs revendications vont dans l'intérêt de vous, votre parti, qui est un parti d'opposition, que vous trouvez quand même qu'ils ont pris assez de temps avant de réagir, tout ça? Non, pas du tout. C'est juste une observation que j'ai faite. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'accointances par le passé entre les syndicats et les politiques qui ont forcément fait effet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les syndicats sont vraiment, se sont vraiment séparés des politiques avant de mener leur action? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires quand même. Surtout que Carlette, avec votre permission, lors de la première marche, celle du 27 et le meeting du 1er mai
nous avons vu beaucoup de politique. Hein. Oui, c'est vrai. L'opposition. D'opposition. En effet, et j'ai également lu quand même sur les réseaux sociaux certaines personnes qui ont opiné et qui ont demandé à ce que les politiques ne se mêlent pas des activités syndicales. Est-ce que ce n'est pas là la plus grosse erreur? Bon, peut-être bien, mais je me dis, puisque la décision de faire cette marche, c'est pour exprimer un certain nombre de choses. J'ai estimé quand même que si les politiciens ont voulu quand même s'intéresser à cette marche. Vous trouvez ça normal? Vous auriez pu le faire aussi, aller marcher avec les syndicalistes? Surtout J'aurais pu le faire. Les travailleurs sont également des militants des partis politiques, Agnès. Oui, excuse-moi, mais les politiciens que vous avez vus, oui. Mais ce sont avant tout des citoyens. Je peux y aller marcher en tant que citoyenne. Ils sont également les militants des partis politiques. Voilà. Hein, donc, c'était une marche des travailleurs, c'est peut-être pas une marche des partis politiques. Mais les politiciens travaillent. Quand les politiciens travaillent, on travaille, nous sommes aussi des travailleurs. Et donc, nous pouvons aller participer à cette marche en tant que travailleurs. Mais au cours de cet entretien, vous avez évoqué un sujet qui a attiré mon attention. Vous Oui. avez parlé du positionnement des femmes. Ça m'a paru très, très curieux, dans la mesure où je pense que dans un parti politique, c'est les plus valeureux qu'on positionne. Maintenant, vous vous plaignez qu'on n'ait pas positionné les femmes alors qu'il y a des places gratuites qui leur étaient offertes. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Vous pensez qu'il n'y a pas de femmes valeureuses? Non, mais la compétition se fait à l'interne. Comme elles n'ont pas pu gagner et vous dites qu'elles sont plus valeureuses. Cette affaire de positionnement. Oui. Parlons-en. La femme aura beau faire tout. Elle peut voir la liste où son nom y est. Et le lendemain ne plus retrouver son nom. Et pourquoi? Sur cette liste. Il y a de la magie en politique. Est-ce parce que les femmes ne sont pas mieux placées pour s'exprimer, pour représenter un parti? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il faut dire que au-delà c'est une réalité. Au-delà des compétences de la femme, de la présence de la femme et tout, il y a des calculs politiques. Pas des calculs politiciens, hein? Des calculs politiques. Mais est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui se tirent dans les pattes? Pourquoi? Parce que les hommes décident de leur accorder les places, mais au finish, elles ne sont pas là. Mais il y a des femmes qui applaudissent toujours. Nous avons vu des femmes ici qui ont fait... Les femmes sont là. Les femmes ont milité dans ce pays. Ces femmes qui étaient candidates, combien ont voté pour elles? C'est les femmes qui étaient les premiers détracteurs quand même. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Bon, vous les voyez comment? Oui. Dites-nous. Je ne suis pas trop d'accord avec cette manière de dire que les femmes doivent voter pour les femmes. On vote pour quelqu'un parce qu'on adhère à la vision de la personne. Ça veut dire que les femmes n'en valent pas la peine. Non, parce que les gens ne votent pas non, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Une femme peut décider de ne pas voter pour une femme parce qu'elle ne se retrouve pas dans le programme qu'elle présente. Elle peut décider de voter pour quelqu'un d'autre, pour un homme, si elle se retrouve dans son programme. Et donc, il revient à la femme qui est candidate de faire un programme qui pourrait réellement intéresser et prendre en compte certaines choses, certaines aspirations ou certains besoins de la femme qui pourraient amener les femmes à la soutenir massivement. Non, mais quand vous le dites comme ça, je me rends compte que le problème reste quand même la femme. Parce que depuis que nous faisons les présidentielles au Bénin, quelle femme a déjà franchi la barre de 10%? Alors, c'est beaucoup, 1%. En tout cas, certains disent... Non, j'ai dit 10%. Parce que, vous savez, c'est une question de qualité de programme. C'est une question de proposition. Les femmes revendiquent des places. Mais aucune femme n'a pu faire des propositions qui puissent amener aux 10% des Béninois au moins à être d'accord avec elle. Et je vais vous dire le pourquoi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les hommes sur les hommes et qu'il n'y avait que les femmes. Il n'y avait pas les députés femmes. Non, nous avons connu quand même une femme qui a été candidate. Elle a eu 10%? Elle n'avait pas 10% aux élections présidentielles. Mais... Ce fut jadis. Oui. Mais cette femme-là, vous pensez que c'est parce que les femmes n'ont pas voulu la soutenir? Non. Ce sont les hommes. Non. Ce sont les hommes qui ont monté les femmes à ne pas voter pour cette femme-là. On les a montées, mais elles étaient libres de choisir. Non. Aujourd'hui, les mentalités que les femmes ont aujourd'hui, ce n'est pas cette mentalité qu'il y avait
il y a quelques années. Il y a 10 ans, il y a 15 Oui, ans, oui, il oui, y a oui, 20 oui. ans. Oui, c'était C'est pas qu'en la même 2026, mentalité. la femme fera 10%. Pourquoi pas? C'est possible. Mhm. Oui, c'est possible. Je dis que c'est possible. En tout cas, pour le moment, certains, en tout cas beaucoup, pensent que les femmes députées sont juste là pour décorer le Parlement. D'abord, on leur offert les places. Qu'on leur On offert leur c'est a les pas, normal. on leur a pas gratuitement. offert les Et places. elles sont là juste pour décorer le Parlement, juste pour mettre en pratique ce qui a été dit dans certains articles et certaines lois et tout. Vous en dites quoi? Déjà, Madame, Je je ne n'aime suis- pas le mot offrir. je n'aime pas ça. Je ne suis encore jamais allée au Parlement. Vous avez failli être quand même. Oui. Attends, Comment vous avez vous- quand même été candidat dans Comment la vous êtes 16e. arrangé pour vous trouver sur la liste, vous? Et pas les autres. Attendez que je Ah, je d'accord. réponde à D'accord. sa question. Donc, je disais que je ne suis pas encore allée au Parlement. Et je pense que ces femmes sont en train de faire leur toute première expérience au Parlement. J'avoue qu'on aurait voulu les sentir un peu plus. On aurait voulu qu'elles opinent sur certains sujets d'actualité. Mais elles ne le font pas. Pourquoi? Je me pose aussi la question. Il paraît que la bouche qui mange ne parle pas. Non, je ne dirais pas ça. Mais je dirais plutôt cette affaire de respect de groupe où aujourd'hui, on a comme l'impression que quand vous êtes un haut responsable, député ou ministre, je ne sais pas trop quoi, d'un parti politique, vous n'avez pas vraiment la possibilité d'opiner sur un certain nombre de choses sans avoir recours à votre parti. C'est le cas dans votre parti aussi? Ce n'est pas le cas. Dans Et mon pourquoi, parti. c'est pas le cas chez vous? Vous, on vous laisse vous exprimer librement. Je ne saurais le dire. Encore que même quand c'est comme ça, elles sont rares, ces femmes de votre parti, qu'on voit s'exprimer. On n'en voit presque pas. On n'en voyait presque pas. Avant vous, je ne me rappelle pas la dernière femme Ouais, que j'ai c'est vue toujours Madame prendre Diogo la qu'on voit. parole Hein. au nom de Je sais quand d'LCDE. même Voilà. que l'Abrapalab existe. L'Abrapalab, susciter l'engagement des femmes en politique existe. Et que vous faites partie des gens qui vont sur le terrain et tout. Et j'aimerais quand même vous demander où en êtes-vous par rapport à cela? L'abrapalabre. Ben, ça a été une initiative de quelques femmes dont je fais partie et qui avons bénéficié d'un programme de renforcement de capacité. Et donc, on s'est dit, après avoir bénéficié quand même de ce programme, il faut qu'on se mette, qu'on forme un noyau, qu'on se mette ensemble et qu'on fasse quelque chose. Et donc, l'idée est partie de là. Et nous nous sommes dit, quelle est la commune dans laquelle il n'y a pas de femmes dans le conseil communal? Et donc, nous avons identifié la commune de Djakotomé. Djakotomé, oui, de Djakotomé. Djakotomé. Parmi nous, il y a une qui est originaire de là-bas. Là-bas. Ils sont anti-femmes là-bas. Ils aiment Qui les femmes. est originaire de Ils là-bas. aiment les femmes, mais ils sont anti-femmes en politique. Donc, on s'est mis ensemble à nos frais et on a quand même identifié, puisque autant que nous venons de divers partis politiques. Et donc, nous nous sommes mis ensemble, nous avons mis la main à la poche, nous avons sensibilisé des femmes de tous les partis politiques que nous sommes allés rencontrer à Djakotomé. Et nous avons eu l'honneur de rencontrer madame, son nom m'échappe, l'actuelle adjointe au maire de Djakotomé. Et elle nous a beaucoup facilité les choses. On était avec elle, on a reçu ces femmes, on a discuté avec elles, on leur a parlé de l'importance qu'elles s'activent davantage en politique pour que prochainement il y ait plus de femmes élues dans le conseil communal. Et c'est la dame qui est aujourd'hui la première adjointe au maire, elle était suppléante. Elle était suppléante. Donc, au départ, il n'y avait aucune femme dans le conseil communal. Et malheureusement, le titulaire est décédé. Et donc... Malheureusement ou heureusement? Non, malheureusement. On ne va pas dire heureusement. Vous souhaitez que les femmes soient là. Oui, mais ce n'est pas quand même une raison pour que... Ok. Voilà. Donc, et là, elle est élue
première adjointe au maire et franchement, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir. Et donc, il me plaît de vous demander quelle est la plus-value alors que la femme a pu... Quelle plus-value la femme apporte dans le milieu politique? La plus-value... Bon, à part attacher les foulards, servir le café. Non. Quel est le plus que la femme apporte en politique? Non, de façon sérieuse et sincère. Oui. De façon sérieuse et sincère. Oui. Mais c'est déjà de montrer que la femme peut. Peut comment? Montrer, c'est encore mieux. Montrer. Mais comment? Prouver, vous avez quelque chose à prouver aux autres? Aux autres. Oui, quand vous dites montrer que la femme peut, ça Oui, veut dire c'est puisque prouver. ça a été longtemps dit que les femmes ne pouvaient pas. Que la Qui a politique... Mais oui. Donc l'objectif, que la politique n'est c'est pas d'abord l'apanage. de prouver que la femme peut faire de la politique. L'objectif, c'est déjà de le faire parce que c'est un droit. Et non seulement ça, d'être un modèle, de permettre à d'autres femmes également, de leur montrer que c'est possible, qu'elles peuvent également venir à la politique. Maintenant, quand on vient à la politique, j'estime quand même qu'on a les convictions. Quand vous venez en politique sans conviction, vous n'allez pas faire long feu. Vous n'allez pas faire long feu. Et donc, quand tu viens en politique et que tu as tes convictions, tu as des objectifs, tu sais que tu as emprunté un chemin et qu'arriver à un niveau donné, le plus important, c'est d'accéder à un niveau où vous pouvez vraiment changer les choses. Parce qu'il ne sert à rien d'être là tout le temps, dire je suis militante, je suis militante. Okay. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir un peu de moyens quand même en tant que femme politique. En tant que femme pour faire de la politique, il ne faut pas forcément attendre le soutien financier à chaque fois de son parti et tout. Est-ce peine perdue alors pour ces femmes-là que vous allez sensibiliser sur le terrain, à qui vous donnez envie de faire de la politique? Est-ce que c'est déjà peine perdue pour elles alors qu'elles n'ont pas les moyens? Elles sont peut-être femmes au foyer ou bien elles sont peut-être juste avec un niveau de licence et elles veulent faire comme vous parce qu'elles vous voient à la télé, elles entendent parler de vous, elles veulent vous ressembler. Elles n'ont pas les moyens. Elles font comment alors? C'est peine perdue. Mais moi, j'ai commencé la politique très jeune. Je n'avais pas de moyens non plus. Et j'ai fait des choses avec mes propres moyens. C'était à l'époque. À l'époque, Là, même aujourd'hui, nous avons des militants qui se veulent androïdes, hein, Madame Diogo. Même aujourd'hui, il faut avoir la capacité de faire, c'est des stratégies. On dit, si vous n'avez pas les moyens, il faut avoir ça. Mindset. Ok, je suppose que vous avez forcément ce mindset parce que vous aviez évoqué tout à l'heure les difficultés à voir la liste préparée, vraiment parvenir à la Sénat pour les... Comment vous vous êtes arrangé pour être positionné pour les législatives passées? Pour ma part, puisque j'avais adhéré au parti FCBE, il n'y avait pas très longtemps avant les élections. Du coup, quand j'ai adhéré au parti, je ne suis pas restée passive. J'ai été tout le temps active. Toutes les fois qu'on avait besoin de moi, j'étais là. J'avais des propositions à faire. J'ai démontré que j'ai un parcours et que j'ai un objectif, j'ai des ambitions, que je suis venue avec quelque chose dont vous avez besoin. Si vous cherchez femme politique à glace, c'est Madame Diogo. Raison de plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la parité en FCBE, chez les FCBE? Est-ce que la parité est respectée? Oui, je peux dire que oui, mais pas encore totalement. Que faites-vous quand pour même. qu'elle soit totale? Ce que je fais, c'est déjà de motiver les autres femmes qui sont dans le parti. Leur montrer l'importance de décupler leurs possibilités, leurs efforts. Parce que ce n'est que de cette manière qu'on pourra réellement les remarquer et les positionner. C'est ce que Vous êtes je donc fais. pour la parité? Oui. Carles Billy, merci d'avoir apporté ce brunch que j'espère notre invité a délicieusement consommé. Ah oui, même si c'était chaud. Alors, avant de mettre la clé sous le paillasson et de clôturer cette émission, votre mot de fin avant que Carles ne nous fasse la conclusion. Mon mot de fin reste merci à toute l'équipe pour m'avoir quand même offert cette opportunité qui est à mon actif, qui permet à ce que les gens me connaissent
davantage. Et donc, je reste toujours ouverte et disponible toutes les fois que vous aurez besoin de moi. De toutes les façons, c'est l'occasion pour moi de remercier votre chargé de communication, Roch Judicaël, qui a usé de tout son tact et de tous les moyens pour que vous puissiez être ici ce samedi avec nous. Encore, merci beaucoup, Roch. Carles. Voilà, Madame Yannick Thiogo, vous avez été sur ce plateau cet après-midi et d'entrée, vous nous avez fait comprendre que vous avez commencé à militer très tôt, déjà à l'âge de 16 ans. Et vous avez aimé cette interdiction de l'exportation du maïs béninois parce que vous estimez que ça nous permet de nous autodéterminer. Et vous avez, en fait, vous prônez la libération de toutes ces personnes qui ont été arrêtées au cours des manifestations qu'il y a eu récemment. Et vous dites que les femmes ne se cherchent plus en politique au Bénin, qu'elles y sont déjà et qu'elles sont même en train de se préparer pour mieux faire. Et vous dites que les femmes peuvent démontrer ce qu'elles peuvent, elles méritent encore plus de place en politique et que vous souhaiteriez qu'on impose une nouvelle règle pour que les femmes soient tête de liste de façon alternative avec les hommes au-delà des places qui sont déjà offertes. Vous avez dit que vous souhaitez qu'on vote des lois dans ce sens et vous dites que les femmes émergent déjà en politique, elles émergent souvent en politique quand leurs enfants ont grandi, ne sont plus une charge pour elles. Ils peuvent être indépendants, donc ça leur donne un peu plus de liberté pour partir. Vous avez dit qu'il faut de la douceur en politique. C'est retenu ça avec beaucoup d'attention et vous estimez que le code électoral actuellement, dans sa monture, peut nous conduire dans des conditions, des situations indésirables. Et vous dites que les femmes sont plus douées que les hommes pour la mobilisation, mais qu'elles doivent forcément occuper des postes de responsabilité en politique. Voilà ce que j'ai retenu de vos propos de cet après-midi. Voilà ce que nous avons retenu. Est-ce que c'est exact? Exactement, c'est ça. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi où nous avons reçu pour vous Yannick Mireille Diogo et les membres du parti Fonscori pour un Bénin émergent. Quelle contribution de la jeune féminine à la politique au Bénin? C'était la thématique du jour. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir choisis. Préférez toujours le samedi après-midi, ESAE Télévision, la meilleure des beautés.